Bon, aujourd'hui, j'ai un petit quelqu'un à vous présenter. Et ce petit quelqu'un, c'est mon chien, c'est Pookie, et il vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Joker. Et au passage, quand on passera les 10 000 abonnés sur la chaîne du Joker, ce sera lui qui vous racontera les histoires. Bon, maintenant que j'ai présenté mon petit chien Pookie, et ça me fait trop plaisir de vous le partager, on va pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, j'ai 4 histoires, on va dire 2 grandes histoires et 2 histoires courtes que je vais vous présenter aujourd'hui sur la chaîne. Et honnêtement, c'est des masterclass. Alors, je sais même pas laquelle des histoires est la pire, mais en tout cas, pour moi, quoi qu'il arrive, les 2 premières qui sont assez longues, elles sont vraiment what the fuck, parce que c'est des histoires vraies, et la première raconte même une agression horrible qui s'est passée au Canada en juin 2023. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vraiment il y a quelques mois seulement. Et la seconde, l'autre, c'est un fait qui remonte plusieurs années concernant un bizutage, et c'est une affaire qui est assez connue, que beaucoup auront peut-être déjà entendu, mais malgré tout, je vais vraiment vous en parler et ça va être juste génial. Et puis la troisième et la quatrième histoire, c'est des histoires tirées de Reddit qui vont certainement aussi vous plaire, qui êtes habitués à ce format thread horror. Enfin, je vous en dis pas plus, vous allez voir tout ça au long de la vidéo. Et au passage, j'ai une question pour vous. Alors, vous savez, raconter des histoires, pour vous, c'est vraiment cool, surtout quand on voit que la chaîne prend de plus en plus d'abonnés, c'est vraiment un plaisir. Mais ce que j'aimerais encore plus faire, et ce sera certainement pour 2024, ce sera des sortes de mini-live le vendredi soir par exemple, où je vous raconte du coup avec Lucie, ma copine, des histoires d'horreur, et comme ça en fait on peut discuter aussi en même temps. Je trouve que ça peut être pas mal, je regarde pas mal de live comme ça sur des matchs de foot parce que j'aime bien le foot, et je trouve ça super intéressant de discuter en fait entre nous, et vous me dites en commentaire si ça vous plairait. Bon, maintenant, préparez-vous parce qu'on passe à la première histoire, et comme j'ai dit, c'est un fait réel qui s'est produit au Canada, et j'adresse tout de suite ma force à Anna qui a vécu ce cauchemar. Alors je préfère prévenir, elle s'appelle pas vraiment Anna, mais par souci certainement de confidentialité, elle a préféré rester anonyme. L'histoire se passe en juin 2023, et accrochez-vous bien, car ça pourrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de parler à des inconnus, que ce soit sur un site de rencontre ou même dans un bar dans la rue. Donc Anna, c'est une très jolie femme de 25 ans, elle est plutôt extravertie, elle aime sortir et elle aime aussi rencontrer de nouvelles personnes. Au moment où l'histoire que je vais vous raconter se passe, Anna elle est célibataire et avoue ne pas vraiment chercher l'amour. Elle préfère, entre guillemets, papillonner comme elle aime bien dire. Et en fait, Anna elle sort d'une relation qui était assez longue et compliquée, qui l'a beaucoup affectée et du coup, elle ne compte pas revivre la même chose aussitôt, donc c'est pour ça qu'elle préfère papillonner pour l'instant. Je sais pas ce que j'ai, mais j'adore le mot papillonner. Anna elle se dit aussi qu'elle est encore jeune et donc elle veut encore s'amuser avant de devoir s'engager à nouveau dans une relation sérieuse. Et c'est sa façon de penser et on la respecte pour ça. Alors bref, du coup, comme beaucoup de jeunes de son âge, Anna, elle est sur des applications de rencontres. Elle a beaucoup de matchs avec des garçons du coin et ça lui plaît bien. Comme ça, elle peut sélectionner les meilleurs profils qu'elle veut rencontrer. Et Anna dit que ça fait environ 6 mois qu'elle rencontre des garçons via l'application et elle n'a jamais eu de problème. Du coup, elle est du genre à rencontrer ses matchs sans vraiment prévenir ses amis. Et c'est là que commence cette histoire terrifiante. Un jour, après avoir échangé des messages pendant quelques jours avec un de ses matchs, le garçon invite Anna chez lui. Alors Anna, comme à son habitude, elle se méfie pas trop. En fait, ce garçon a l'air super cool et le feeling passe plutôt bien par message. Du coup, elle décide de prendre un Uber et de se rendre à l'adresse qu'il lui avait indiquée par message. Et c'est là que ça va venir un petit peu bizarre. Quand Anna arrive à la fameuse adresse, elle voit que l'immeuble a l'air assez abandonné et que la porte pour rentrer donc, dans le bâtiment, elle est en mauvais état. Mais surtout, elle est entrouverte, comme si n'importe qui pouvait rentrer dedans. Donc à ce moment-là, Anna elle a une sensation qui est assez étrange, ça la rassure pas trop, mais pourtant elle va rentrer dans le bâtiment et va se rendre à l'appartement du jeune homme. Et elle se dirige à l'appartement du coup numéro 9, c'est le numéro que lui avait indiqué le garçon par message. Et une fois qu'elle arrive devant l'appartement du garçon, elle lui envoie un message pour lui dire qu'elle est arrivée, mais elle ne reçoit pas de réponse. Donc à ce moment, Anna elle est assez inquiète, mais décide de frapper à la porte de l'appartement numéro 9, comme convenu. Mais là, toujours pas de réponse, donc le malaise s'installe petit à petit en fait dans le bâtiment. Mais Anna, elle attend un petit peu en espérant avoir une réponse. Mais finalement, au bout de quelques minutes, elle retourne à l'entrée du bâtiment et explique qu'elle avait décidé de partir vu qu'elle avait aucune nouvelle du garçon. Et franchement, vous allez comprendre qu'Anna aurait vraiment dû partir à ce moment-là. En partant, elle entend une voix qui l'interpelle et vous l'aurez deviné, c'est ce garçon avec qui Anna a rendez-vous. Ils se font la bise, puis rejoignent son appartement. Et la première surprise, le garçon, il habite à l'appartement 15. Bon là, clairement, elle est comme vous, Anna, elle se dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc elle lui fait remarquer que c'est bizarre parce que lui avait dit par message que c'était l'appartement numéro 9, mais le jeune homme nie et il affirme qu'il n'a jamais dit ça. Du coup, Anna elle est un peu perdue et elle lui montre leur conversation sur son téléphone tout en rentrant dans l'appartement numéro 15. Là, mis devant le fait accompli, le garçon va
pas répondre et va changer de sujet en lui offrant une cigarette. Alors Anna allume la cigarette et regarde autour d'elle. À ce moment-là, elle remarque que l'appartement est vraiment dans un état qui est horrible selon ses mots. Il y a des déchets partout, des canettes de bière vides qui traînent et des mégots par terre. Et en plus de ça, il y a une sorte de légère odeur de moisissure qui est assez forte dans l'appartement, à tel point que l'odeur de la cigarette ne masque même pas du tout cette odeur de moisissure. Et donc Anna, encore une fois, elle sent que plus le rendez-vous avance, plus il y a des trucs qui tournent vraiment pas rond. Et en plus, même si ça ne sent pas la drogue dans l'appartement, Anna, elle remarque que le garçon, il a pas l'air vraiment net, comme s'il planait un petit peu. Et donc, très bon réflexe de la part d'Anna, elle se sent pas à l'aise, elle va dire au garçon directement qu'elle a une urgence et qu'elle doit partir. Et dans la vraie vie, c'est ce que toutes les filles doivent faire. S'ils se sentent pas bien, c'est juste logique, elles ont le droit de dire non. Et c'est ce que fait Anna et chapeau à elle. Le garçon regarde Anna et lui dit qu'elle devrait rester car après, ils vont bien s'amuser tous les deux. Alors en vrai, il a pas vraiment dit ça, il a dit des choses beaucoup plus vulgaires, mais j'ai vraiment pas envie d'heurter la sensibilité de chacun qui est derrière son écran. Anna, clairement, elle est choquée et surtout elle comprend pas car le garçon à qui elle a parlé sur l'application, il était sympa et rien à voir avec ce mec qui est devant lui. Et pourtant, c'est bien sa photo, donc aucun doute, c'est bien lui. Ce qui fait qu'elle est totalement perdue, elle pensait pas du tout que c'était un garçon comme ça, qui prenait pas soin de lui. Et en vrai, il y a aucun problème, c'est pas de la faute d'Anna, ça arrive de se tromper sur quelqu'un quand on discute juste sur un site de rencontre ou par message. Et donc c'est tout naturellement que Anna a peur et se rend compte que si elle sort pas de là le plus vite possible, il peut se passer quelque chose qu'elle a pas envie qu'il se passe. Donc ni une ni deux, elle se dirige vers la porte, la déverrouille, pose un pied dans le couloir, quand soudain en fait, elle ressent une énorme brûlure dans son dos. Et cette brûlure, elle est simplement causée par le mec, forcément, qui a utilisé sa cigarette pour lui brûler la peau et attirer son attention. Et Anna explique qu'elle a à peine le temps de se retourner, qu'elle se sent directement absorbée dans l'appartement. Et on le sait, c'est ce malade qui vient de faire ça. Anna tente de se débattre comme elle peut, mais physiquement, le garçon est plus fort que lui, donc impossible pour Anna de s'échapper pour l'instant. Et là, âme sensible, s'abstenir, Anna se fait frapper à plusieurs reprises, que ce soit dans le ventre, sur les côtes et au visage. Elle reste au sol, elle est sonnée, et elle n'arrive même plus à se relever à ce moment-là. Tout ce qu'elle voit, c'est que ce garçon est dans le sac d'Anna et est en train de récupérer son portefeuille. Et manque de peau pour elle, il y avait presque $200 dans son portefeuille en liquide. Anna explique que tout s'est passé très vite car à peine il a volé tout ce qu'il avait dans le sac d'Anna que ce garçon l'a prise pour la mettre dehors de l'appartement. Anna se retrouve donc projetée au sol dans le couloir, un peu sonnée et surtout sous le choc de ce qui vient de se passer. Et vous pouvez penser que pour Anna le plus dur est passé. Eh bien non. Le garçon va une nouvelle fois s'en prendre à Anna violemment avant de rentrer dans son appartement. Il lui donne un gros coup de pied violent dans la mâchoire avant de refermer la porte derrière elle. Et c'est comme un coup de grâce que vient de recevoir Anna car pour elle, elle est tombée dans les pommes quelques minutes. Après ça, Anna se relève comme elle peut, elle parvient à s'échapper en courant aussi vite qu'elle peut malgré son état. Et elle fait le choix de pas appeler la police tout de suite, elle veut absolument être en sécurité chez elle à ce moment-là. Et entre-temps, ce même garçon lui a envoyé un simple message pour demander pourquoi elle n'est pas venue ce soir. Et moi, j'ai une petite théorie là-dessus, je suis persuadé qu'il a fait ça pour se donner une sorte de mobile à la police. Vous voyez ce que je veux dire ? Clairement, c'est un malade en fait qui avait préparé son coup en fait. Et suite à cet incident, Anna elle est gravement blessée, elle a 2 fractures à la mâchoire, elle a 2 dents cassées et des hématomes assez impressionnants sur son corps. Et heureusement pour elle, la police va bien faire son travail, l'agresseur est maintenant à l'heure actuelle où on se parle derrière les barreaux, poursuivi pour 4 chefs d'accusation, ce qui est assez incroyable, mais le procès n'a pas encore eu lieu. Et cette histoire, qui est du coup un fait réel qui s'est passé au Canada, doit nous rappeler à chacun d'entre nous que la prudence en ligne, elle doit être cruciale et que le danger, en fait, peut surgir lorsqu'on s'y attend le moins, donc restez vigilants, les amis. Alors je peux vous assurer que cette histoire du coup elle est 100% réelle parce que c'est un fait qui s'est passé à Montréal et du coup il y a une publication de l'article de Anna sur le journal de Montréal. Alors je précise encore une fois, j'ai donné le prénom Anna mais c'est pas Anna, elle est restée anonyme. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, maintenant, on va parler de l'histoire numéro 2, qui est le bizutage d'Antoine. Alors, je vous préviens, pour cette histoire, on va remonter assez loin, on va remonter en 1997, et c'est une histoire qui, à l'époque, a fait tellement de bruit qu'une nouvelle loi sera mise en place à la suite de cette histoire. Tout commence donc avec Antoine, qui obtient son bac avec mention. Il est ambitieux, il veut continuer ses études, donc il va entrer dans une école de commerce assez prestigieuse de Lyon. Alors oui, en 2020, quand on veut faire une carrière, on devient programmeur. En 1997, on faisait plus une école de commerce. Comme ses parents habitent à côté de
Perpignan, il va se trouver un studio un mois avant leur rentrée, près de Lyon, et commence du coup à découvrir la ville. Il sort un peu, il va dans les bars, dans les boîtes, et finalement il est très content de son choix, il y a une nouvelle vie devant lui et c'est trop cool. Lyon, c'est une grande ville, donc l'ambiance est cool, exactement ce qu'il faut pour un jeune garçon de 18 ans qui est là pour les études, mais aussi pour faire la fête. Sa rentrée se passe parfaitement bien, ils sont une cinquantaine dans sa promo, et tout le monde a l'air plutôt cool, et même le BDE est assez sympa. Et je l'ai pas précisé, mais c'est une école qui est à ses côtés à Lyon, donc autant te dire que tout est moderne et ça lui plaît. Alors tu l'auras compris, tout s'annonce bien pour Antoine, mais ça va être de courte durée. En effet, une semaine après la rentrée, il y a 2 élèves du BDE qui viennent leur annoncer que la soirée d'intégration aura lieu le samedi suivant dans une salle petit château qu'ils ont réservé pour l'occasion. Alors tout le monde est motivé par cette nouvelle parce que dans ces soirées, il y a tous les étudiants et donc c'est l'endroit idéal pour s'amuser, draguer et se faire des contacts pour le futur. Et oui, Antoine du coup vient d'arriver à Lyon, donc il ne connaît pas grand monde pour l'instant, quelques amis, c'est tout. Donc quoi de mieux que de se faire une petite soirée avec toute l'école pour se faire de nouveaux amis. La semaine du coup se passe tranquillement et arrive le fameux samedi soir. Alors déjà il faut avouer que c'est assez stylé de pouvoir louer un petit château en pleine campagne pour une soirée étudiante. Et c'est là qu'on voit clairement la différence avec les écoles publiques ou les facs. Une fois entré dans la soirée, Antoine est au paradis. Il y a des filles, il y a de la bonne musique, il y a des boissons alcoolisées, pas chères. Il peut pas vraiment demander grand chose de plus. Et rapidement il croise d'autres personnes de sa promo et il commence à sympathiser avec tout le monde. Et on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vous aurais prévenu. Un jour, on fera une FAQ, je vous raconterai tous les sournoiseries que j'ai vécues en soirée, c'est assez ouf. Bon, je reviens à l'histoire. La soirée se passe bien, tout le monde danse quand tout à coup, quelqu'un prend le micro et annonce que les premières années sont attendues à la porte rouge qui mène au sous-sol. Et on a tous entendu parler des bizutage, surtout à cette époque où c'est très courant. Donc tout le monde y va en se disant qu'ils vont leur faire boire un truc dégueu ou leur faire manger des plats super épicés. En soi, rien de bien méchant non plus. Et les premières années sont donc réunies et descendent donc accompagnés de 2 élèves du BDE. Arrivés en bas, ils voient que les anciens élèves ont mis le paquet, c'est-à-dire qu'il y a des bougies partout, il y a les lumières qui sont éteintes, il y a une ambiance vraiment incroyable et une table en plein milieu avec un bol de liquide aussi rouge que du sang. Alors Antoine lui va se dire directement que c'est un jus de tomate qui est mélangé à toutes sortes d'alcool, donc bonjour le mal de ventre le lendemain matin. Antoine explique que les anciens élèves, ils alignent les premières années devant la boisson, puis un garçon prend la parole et leur fait le speech classique de vous allez rentrer dans la confrérie, blablabla, ceci est le sang de vos frères, etc. etc. Le baratin auquel tout le monde en fait s'attendait. Sauf qu'on va pas en rester là et malheureusement la soirée va tourner au cauchemar. Alors pour être franc, à ce moment-là, Antoine et ses camarades, ils sont juste pressés que ça se finisse. Il y a une super ambiance au-dessus d'eux, alors que là, ils sont juste en train de s'ennuyer complètement dans la cave. Ils veulent tous boire le cocktail dégueu et remonter vite, s'amuser. Alors au bout de quelques minutes, on leur fait enfin passer la boisson. Il y a une grande coupe remplie de liquide rouge qu'ils doivent se faire passer. Alors bien sûr, pas de bol, Antoine est en bout de ligne, donc il va goûter en premier et même pas l'occasion du coup de se moquer des autres avant. Il porte la coupe à ses lèvres et en fait il connaît ce goût. Il en a bu une fois, c'est un goût de vodka, de tomate et de tabasco. C'est juste une sorte de Bloody Mary tout à fait normal. Alors lui qui s'attendait à ce que ce soit épicé à mort ou très mauvais, est vachement surpris à ce moment-là. En fait c'est juste un cocktail classique qu'on leur a donné et après tout tant mieux, comme ça personne ne sera malade. La petite mise en scène dure encore une vingtaine de minutes et tout le monde remonte profiter de la soirée. Et on va pas se cacher, pour les premières années, c'était presque décevant comme bizutage. C'est même pas vraiment un bizutage pour eux, c'était juste pour leur faire boire leur cocktail. Donc pas la peine de faire entre guillemets tout ce cinéma pour ça. Et la soirée continue sans donc trop de problèmes, mais à peine 30 minutes après être remonté, Antoine ne se sent pas tout à fait bien. Il commence à regarder les gens autour de lui de façon bizarre et il sait pas pourquoi, mais il est persuadé que les gens qui sont à table avec lui cachent quelque chose, une sorte de secret. Et puis pour Antoine, ils agissent pas normalement. Il rigole tout le temps, il y en a même un qui est tombé de sa chaise alors qu'il a bu qu'un seul verre, c'est vraiment très louche. Et on verra plus tard, via des témoignages, que les gens en fait qui étaient à la soirée, ils ont tous décrit la même chose. Eux, ils ont tous vu qu'Antoine était d'un coup très agité, il avait l'air très stressé, mais ils n'avaient jamais encore vraiment bu ensemble, donc tout le monde s'est dit qu'il ne tenait juste pas bien de l'alcool et qu'il faisait simplement un bad trip. Et comme on vient de le dire, Antoine, il se sent de plus en plus, lui, surveillé, et il est certain que les gens du BDE sont en train de l'espionner, et même qu'un d'entre eux est, je suis sûr, en train de filmer, d'enregistrer la scène avec son téléphone. Pour eux, ils sont tous complices, mais comment faire? Il aimerait bien partir, mais ils sont bien trop nombreux à être là autour de lui, et il y a même un service de sécurité à l'entrée qui, pour lui, va le bloquer. Donc cette fois-ci, plus de doute, c'est un piège qui était tendu pour lui et il est coincé. Il doit vraiment se sauver d'ici, sortir par n'importe quel moyen. Je vous rappelle que tout ce que je vous dis là, c'est le ressenti d'Antoine à ce moment précis de la soirée qu'on a récupéré via des témoignages. Sauf que vous allez voir, en fait, qu'il n'avait pas tout à fait tort. Alors oui, Antoine n'avait pas
complètement tort car les gens du BDE qui avaient participé au petit bizutage étaient bien en train de surveiller les nouveaux élèves et de les filmer. Mais ça n'était pas du tout pour tendre un piège à qui que ce soit, au contraire, ils faisaient attention à ce que rien n'arrive. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le Bloody Mary était véritablement un bizutage. Mais les nouveaux ne l'apprendront que plus tard. Et d'ailleurs, les anciens élèves au début étaient un peu déçus parce que, à part un mec qui avait l'air de se comporter très bizarrement, tout le monde semblait en pleine forme. On dirait que leur petit cocktail spécial n'avait pas trop marché cette année. Et vous l'aurez remarqué, d'habitude, quand je raconte des histoires, j'ai tendance à faire un petit peu d'humour, un petit peu de blague. Et vous ressentez que là, il y aura vraiment quelque chose de très badant qui va se passer parce que je souris pas du tout. Parce que oui, on va revenir avec Antoine. Lui, il en peut plus. Il sent tous les regards sur lui. Il le sait. Ils veulent sa peau. Les mecs du 3e, 4e année veulent la peau d'Antoine et c'est un piège. Et tout le monde ici sont ses ennemis. Et vous l'aurez compris, Antoine devient de plus en plus parano et pour cause. En fait, à ce moment-là de la soirée d'intégration, il fait une très mauvaise réaction à un produit qu'il n'est même pas conscient d'avoir avalé. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, le Bloody Mary n'était pas juste un cocktail sans alcool, il contenait des substances illicites qui altèrent vraiment votre comportement. En d'autres termes, Antoine ainsi que l'ensemble des premières années ont été drogués à leurs insus et pas forcément une petite drogue. Il est donc minuit 45 quand Antoine va se lever et partir en courant vers une des portes de la salle qui donne sur un escalier. Et là, ça met un peu le bordel dans la soirée parce que en se levant, il renverse la table avec les verres et ensuite en courant, il bouscule beaucoup de monde et va même renverser une seconde table. Alors bien sûr, ça passe pas inaperçu et les anciens vont se lancer immédiatement à sa poursuite, surtout qu'il vient de s'engager dans un escalier qui normalement est interdit. Antoine monte les marches aussi vite qu'il peut, il passe le premier étage, puis le second étage et s'engouffre dans le couloir dans le second étage. Il faut s'imaginer qu'avec la drogue qu'a dû prendre Antoine, sa vision c'est comme si elle était rétrécie et qu'il ne voyait presque plus grand chose, il voit uniquement tout droit. Tout le reste est flou. Les élèves du BDE qui se moquaient de tous les premières années commencent tout d'un coup à flipper et se lancent à la poursuite d'Antoine au second étage. Ils ont à la fois peur pour Antoine mais aussi peur qu'il casse quelque chose et que le propriétaire du château refuse de leur louer l'année prochaine. C'était ici qu'ils faisaient cette soirée depuis 6 ans, c'était un peu une tradition. Du coup, pas encore conscients de l'état d'Antoine, ils sont juste en train de flipper qu'un alcoolique abîme le mobilier ou casse une fenêtre. Un sacré sens des priorités, vous me direz. Le jeune homme a trouvé une porte ouverte au 2e étage qui donne dans une chambre et heureusement pour lui, il y a une grande porte vitrée qui permet d'arriver sur un balcon. Il l'ouvre, précipite dehors et monte sur la rambarde en pierre. Au moment où les anciens élèves arrivent, ils se mettent tout de suite à paniquer, ils sont assez hauts, il y a 2 étages, donc s'ils sautent, ils risquent de ne pas s'en sortir. Ils sortent donc sur le balcon mais n'osent pas trop s'approcher d'Antoine, ils lui disent simplement de se calmer, de descendre de la rambarde et de revenir doucement vers eux. Mais Antoine, encore une fois, il était drogué à son insu, donc il se retourne et il voit leurs yeux qui pour eux sont des yeux certainement de mensonge et il sait très bien qu'ils en ont après lui et qu'ils veulent lui faire du mal. Et puis après tout, pour Antoine, il est pas si haut, il est sûr qu'il peut arriver à sauter et s'enfuir. Et c'est là que le moment tragique du coup va arriver, c'est que sous les cris horrifiés de ses camarades, Antoine va se jeter dans le vide depuis le balcon. Antoine, il va décéder sur le coup en atterrissant sur la terrasse en pierre. Alors la police va arriver rapidement sur les lieux, mais il faut savoir que tous les jeunes qui étaient à la soirée auront le temps de voir le corps du jeune homme qui est tombé devant les fenêtres de la salle. L'enquête va révéler du coup que dans le Bloody Mary, tous les ans, les anciens élèves ajoutaient du LSD liquide. Donc le reste de la substance sera d'ailleurs remis à la police pour analyse. Et il se trouve que la drogue qu'ils avaient achetée cette année-là devait être différente car elle n'était pas soluble. Alors, je vais essayer d'expliquer ça au mieux parce que je connais pas vraiment trop l'univers des drogues, mais il faudrait comprendre que c'est comme si l'huile ne se mélange pas du coup avec l'eau. Donc la drogue en fait ne s'était pas mélangée au cocktail. Donc celui qui a bu en premier, Antoine, a avalé la dose complète de drogue. Et le LSD, c'est une substance qui est assez connue pour être hallucinogène et connue aussi pour créer des psychoses et de la paranoïa, d'où l'attitude complètement délirante d'Antoine. Et finalement, après cette affaire, il y a une loi qui est passée en 1998 qui qualifie le bizutage dans les écoles comme un délit pénal. Et pour être sûr qu'elle soit respectée par la suite, il y a 4 des organisateurs de la soirée qui ont reçu des peines de prison ferme. Et franchement, je sais pas trop quoi en penser de cette histoire. Est-ce que c'est des peines qui sont justes? Est-ce que c'est assez ou pas suffisant? Mais rien à dire, c'est pour moi l'histoire la plus choquante de la chaîne parce que là, on a vraiment un mort dans l'histoire et c'est une histoire réelle. Donc franchement, c'est juste bizarre. Bon, je vous avoue que cette histoire, elle me met beaucoup mal, mais on va enchaîner. Il reste encore 2 histoires courtes. Donc, on est parti pour la 3e histoire.
Voici maintenant une petite histoire qui est horrible et assez triste que nous raconte une jeune fille que l'on va appeler Ashley. Et vous l'aurez compris, cette histoire se passe aux États-Unis et plus précisément dans une petite ville au nord du Missouri. Et au moment de l'histoire, Ashley était très jeune, elle avait 13 ans et son père veut l'emmener donc voir la ferme qui appartient à ses grands-parents. Au moment des faits, on est en mars, c'est la fin de l'hiver, la neige a fondu de partout et Ashley et son père se promènent sur la ferme de ses grands-parents qui possèdent un énorme terrain, plus de 400 hectares. Donc après plusieurs minutes à bavarder ensemble et à contempler la campagne américaine, Ashley et son père arrivent à l'endroit où se trouvait autrefois la maison des grands-parents d'Ashley. Mais cette maison a été démolie il y a longtemps, par contre il reste quand même un très vieux garage en bois à cet endroit, et Ashley elle est curieuse donc elle trouve un petit trou dans la porte en bois et décide de regarder au travers. Et là ce qu'elle voit, c'est une voiture dans le garage. Alors rien d'anormal pour l'instant, mais à ce moment-là, du coup, Ashley, elle va dire à son papa qu'il y a une voiture de la marque Ford qui est garée à l'intérieur. Et c'est là que son père est un peu surpris parce qu'il va regarder à son tour et explique à Ashley qu'il s'agit sûrement d'une Ford Fiesta des années 80. Et du coup, pour examiner la voiture, Ashley et son père essayent d'ouvrir la porte du garage. Mais il faut savoir qu'ils vont pas y arriver, elle doit sûrement être verrouillée ou bloquée par la rouille. Du coup, impossible de l'ouvrir. Et après tout, c'est un vieux garage qui est pourrissant, on va dire. Je sais pas si ça se dit. Et il y a rien d'autre de particulier à voir à l'intérieur. Donc, Ashley et son père, ils vont pas insister et ils repartent. C'est une semaine plus tard que le père d'Ashley est au téléphone avec le locataire du terrain et il lui dit qu'il a trouvé une vieille voiture dans le garage. Bon, c'est du coup la Ford. Mais le locataire lui explique que normalement, il ne devrait pas y avoir de voiture dans ce garage puisque quand il a loué l'été dernier, c'était qu'un vieux garage vide et à moitié en ruine. Le locataire du terrain a donc appelé le shérif de la ville et ils sont allés inspecter le véhicule ensemble. Donc quand ils arrivent sur les lieux, ils arrivent à ouvrir le garage à l'aide d'un pied de biche et effectivement, la porte était bien verrouillée de l'intérieur. Et en arrivant, au niveau de l'avant de la voiture, ils font une terrible découverte. En fait, ils découvrent le corps d'un adolescent encore gelé sur le siège conducteur. Et il s'avère que cet adolescent avait fugué au début de l'hiver et au moment où ils découvrent le corps, ils sont à la fin de l'hiver. Alors comment le garçon s'est retrouvé là? En fait, il n'avait nulle part où aller et il a dû tomber dans ce garage en ruine et du coup, il a décidé de garer sa voiture dedans et puis il aurait ensuite fermé la porte du garage pour éviter une quelconque intrusion. Et on n'en sait pas plus dans cette histoire parce que finalement, c'est presque 3 mois plus tard que le shérif du coup et le locataire du terrain ont retrouvé cet adolescent emmitouflé dans des couvertures. Et il faut savoir qu'au nord du Missouri, les hivers ne pardonnent pas et du coup, les couvertures n'ont pas dû suffire pour réchauffer le jeune ado. Et le médecin légiste qui va l'examiner par la suite va avouer que justement ce garçon a probablement succombé dès la première nuit à cause du froid et a passé du coup tout l'hiver congelé dans sa voiture avant d'être retrouvé. Et il faut savoir que ça a fait beaucoup de peine à la famille, forcément qu'il le cherchait depuis des mois, mais au moins l'adolescent a fini par être retrouvé. Et finalement on va revenir du côté de Ashley parce que elle s'est sentie assez soulagée, tout comme son père, de ne pas avoir réussi à ouvrir la porte et tomber du coup nez à nez avec un cadavre gelé. Et c'est ainsi que se finit du coup cette troisième et toute petite histoire et moi je la trouve super intéressante. C'est un fait réel, donc je trouve ça super intéressant de se pencher sur des faits réels qui ont existé du coup dans le Missouri pour cette histoire. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Alors maintenant, place à la quatrième et dernière histoire, encore une fois une histoire assez courte, mais vous allez voir que la mécanique est assez intéressante. Cette histoire se passe pendant l'été 2021 à Bruxelles et plus précisément à Jette. Et on va parler de ce qu'a vécu Nathan, un jeune homme de 17 ans. C'est les vacances d'été et comme beaucoup de jeunes de son âge, Nathan a besoin d'argent. Du coup, il a trouvé un job pour le mois d'août. Il rénove le stade de foot de la ville de Jette. Alors clairement, ça pourrait être un travail de tourpeau, mais pas du tout. Les journées, elles sont longues et le travail est pénible. Mais bon, après Nathan nous raconte que la première semaine se déroule sans accroc entre le ponçage, la peinture et la tonte de la pelouse. Nathan, il n'a pas le temps de s'ennuyer, donc c'est parfait pour lui, c'est exactement ce qu'il voulait. Mais c'est au bout de la deuxième semaine, donc la semaine suivante, que les choses commencent à se gâter. Nathan a le sentiment d'être constamment observé, mais comme il a besoin d'argent, il continue à travailler et il s'efforce dans le travail en essayant de penser à autre chose. Et c'est de plus en plus bizarre parce que plus les jours vont passer et plus il y a des nouveaux signes assez étranges qui vont apparaître. Alors Nathan fait des cauchemars horribles et il indique même qu'il y a des objets qui changent mystérieusement de place, voire qui disparaissent dans le stade alors qu'il n'y a que lui qui y va. Alors bref, l'angoisse grandit petit à petit. Mais Nathan tient bon, même si quelque chose semble clairement clocher, parfois il a l'impression de devenir fou. Et puis arrive cette journée maudite, le lundi 16 août. Ce jour-là, Nathan va vivre un truc très flippant. Alors qu'il est en train de tracer les lignes blanches du terrain de foot, d'un coup, il y a une étrange sensation. À ce moment-là, ils sont vraiment mal. Et quand il lève sa tête, il y a un silence clair qui s'installe et l'environnement autour de lui ne fait plus aucun bruit et il n'y a plus aucun oiseau qui chante. Et là,
devant la petite tribune du stade, il y a une vision d'horreur qui apparaît. Nathan voit une petite fille grise, elle est défigurée par une blessure qui ressemble à une blessure causée par un éclat d'obus. Elle a pas de bouche, elle a pas de nez, elle a pas d'yeux, son visage ne ressemble à rien et elle fixe Nathan d'un regard vide. À ce moment-là, la situation ressemble à un cauchemar pour Nathan et il est parcouru d'un frisson d'angoisse et de dégoût qui lui traverse le corps. Et puis la fillette pointe un doigt squelettique en direction de Nathan et c'est à ce moment-là précis du coup que Nathan comprend pourquoi il y a ce silence. Tout à l'heure, on parlait des oiseaux qui chantaient plus et en fait, tous les oiseaux se retrouvent à côté de cette chose, de cette fillette, mais pas pour chanter. En fait, au moment où la fillette pointe Nathan avec son doigt, tous les oiseaux se dirigent vers lui. Nathan se sent pétrifié, incapable de bouger, et il voit les oiseaux qui se rapprochent dangereusement, comme dans le film Hitchcock. Et puis tout d'un coup, c'est le blackout. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est au même endroit qu'au début, et son premier réflexe, c'est de prendre son téléphone pour regarder l'heure. Et il est déjà 17h. Environ 1 heure s'est écoulée entre la scène horrible avec la fillette, la chose, et le moment où il reprend conscience. Et pour lui, c'est une perte de temps inexplicable. On pourrait penser qu'il a juste fait une grosse sieste, enfin son patron pourrait penser qu'il a fait une grosse sieste, mais non, Nathan a conscience de ce qui s'est passé avec la fillette, mais a un véritable trou noir dans sa mémoire entre le moment où les oiseaux sont allés sur lui et là où je vous parle. À ce moment, tout se chamboule dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 heure? Était-il inconscient au sol ou est-ce qu'il continue à travailler sans s'en rendre compte? Ou est-ce qu'il a tout simplement rêvé, enfin plutôt fait un mauvais cauchemar? Et pour Nathan, c'est impossible que ce soit un cauchemar parce que ça semblait tellement réel, il avait l'impression de tout ressentir, de ressentir vraiment une sorte de grosse angoisse en lui. Mais pour lui donc, la question c'est qu'est-ce que c'était cette chose qu'il a vue avant de sombrer? Et en plus de ça, malheureusement il n'y avait aucun collègue avec lui à ce moment pour prouver ou pour décrire ce qui s'était passé. Mais bon, il y a une théorie qui lui vient à l'esprit. En fait, Nathan fait des insomnies sévères et il prend un médicament pour l'insomnie qui s'appelle le zolpidem. Et en fait, ce médicament, pour ceux qui connaissent pas, peut avoir des effets secondaires assez violents et il peut provoquer des hallucinations et des illusions d'optique, mais aussi des troubles visuels ou encore du somnambulisme et des cauchemars. Alors pour Nathan, ça suffit pas non plus à expliquer tous les détails troublants qu'il a vécu pendant cette expérience, mais ça peut expliquer pas mal de choses. En tout cas, les visions qu'il a eues ne donnent vraiment pas envie de prendre ce somnifère. Et ce qui est sûr, c'est que l'image de cette fillette restera à jamais gravé dans sa mémoire. Alors certains pourraient croire que cette histoire est fausse, mais place au doute, qui sait de quoi est capable l'imagination d'un cerveau humain. Moi perso, je crois en sa théorie sur le fait que ce soit les effets secondaires du somnifère qui fait qu'il a eu des visions, parce que je pense que ça paraît un petit peu trop gros. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de partager ce genre d'histoire, même si c'est du paranormal et que vous êtes un peu moins réceptif à ça. J'anticipe les choses parce que bientôt, on va faire un plateau avec plusieurs personnes intervenant. C'est des amis à moi qui ont vécu des choses paranormales. Et donc du coup, si vous aimez bien, ce sera parfait quand je vais faire les plateaux avec mes amis. Vous serez très content. En tout cas, c'est une histoire énigmatique qui laisse des questions en suspens et qui, à coup sûr, entra les pensées de Nathan à tout jamais. Et les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie énormément de l'avoir écouté les 4 histoires si c'est fait. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En tout cas, bisous.